quand j'étais avec une unité de dronistes russes, avec une antenne simplement fixée à 15 mètres de hauteur sur un arbre le long d'une forêt. Ils augmentaient la distance où ils pouvaient envoyer un drone FPV, donc drone d'attaque avec une tête je fais très concret, avec une tête de RPG comme munition, de 2 à 20 km. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des exigences de Vladimir Poutine, dans la mesure où, comme chacun le sait, il négocie directement avec Donald Trump. Emmanuel Macron en a même été réduit finalement au poste de pom-pom girl de Trump, puisqu'il dit voilà, c'est un scandale qu'il ait rejeté le plan de paix de Trump. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'est vu vertement contredire par Luc Ferry, je ne m'attendais pas à ça, puisque Emmanuel Macron a repris, alors on sait bien, je vais redonner des éléments de contexte là aussi. Edward Snowden disait « Toute guerre a besoin d'un mensonge pour exister ». C'est vrai, une guerre, de la même façon que certaines pourritures ont besoin d'un environnement anaérobie pour faire fermenter le fond des marigots, là, ce qui sent si mauvais, eh bien, les guerres ont besoin de mensonges. Ça, on le sait, par exemple, ce qui renvoie à votre livre, hein, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, puisque vous démasquez systématiquement et analysez systématiquement ces mensonges avec une approche quasiment déprogienne. Hein. L'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Et en fait, bon, on avait eu les armes de destruction massive en Irak, on avait eu les armes chimiques pour Bachar el-Assad. On avait eu bien sûr les admonestations de Bernard-Henri Lévy sur Kadhafi. Et aujourd'hui, on voit bien où est le mal, c'est-à-dire un marché aux esclaves. Kadhafi avait tout un tas de défauts. C'était pas quelqu'un de très fréquentable, on peut le reconnaître. Mais bon, il n'y avait pas de marché aux esclaves à Tripoli. Et donc là, le mensonge fondamental, ça a été la Russie a provoqué cette guerre. C'est un mensonge qu'on reprend en boucle, exactement comme, encore une fois, pour les armes de destruction massive. À l'époque, c'était impossible de contredire ce narratif. Et Macron a dit, voilà, tout le monde sait, chacun sait que ce sont les Russes qui ont déclenché cette guerre. Bon, Luc Ferry, je crois en plus en plein plateau de LCI, quoi. Je veux dire, la Pravda a dit, non, il faut arrêter les conneries. Il n'y a pas eu, vous savez, quand les Américains ont attaqué l'Irak, ils n'ont pas fait d'accord de Bagdad ou d'accord de Istanbul. Bon, ils ont attaqué l'Irak direct. C'est justement ça que leur a reproché de Villepin. Il leur a dit, vous devriez faire un Istanbul 1, Istanbul 2 avant d'attaquer l'Irak. Non, rien à foutre, on fonce tout droit, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, les Russes ont fait Minsk 1, Minsk 2, qui n'ont pas été respectés. Et on a bien sûr tous ces enregistrements devant témoins où Zelensky déclare oui, on se réarme, on est prêt à faire la guerre, dans peu de temps on sera prêt à faire la guerre. Certes, c'est Victoria Nuland et Anthony Blinken qui l'ont poussé à ça, mais bon, on ne peut pas dire que les Russes ont provoqué cette guerre, c'est un mensonge historique. Ça dit donc, voilà, Macron s'est vu, à part ce détail-là, je crois que même Trump ne déclare pas comme ça, malgré le terrorisme intellectuel qui règne, que les Russes ont déclenché cette guerre, mais Macron se contente de dire, bon, acceptez ce que dit Trump. Alors, Poutine méchant, mais acceptez ce que dit Trump. Bon, Trump, il dit quoi? Et qu'est-ce que voudrait Poutine, là, tout de suite, selon vous, pour arrêter la guerre maintenant? Alors, je pense que tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent permet de constater que bon, les Russes ont la main, même si il y a des obstacles, même si la guerre... on va dire, d'attrition leur permet de détruire du potentiel ennemi et finalement de faire ce qu'ils avaient dit au départ. Les objectifs, c'était dénazification et démilitarisation. En gros, ils essayent d'arriver vers la réalisation de ces objectifs et justement de sécuriser la conquête des oblasts. Ça fait partie de leur demande. Des 4 oblasts qu'ils ont intégrés dans la Fédération de Russie par référendum. Et donc, même si tout ça est absolument pas reconnu par personne, sauf par la Russie, mais si vous voulez, il y a une position de principe là qu'ils ont établie, dont je pense l'objectif aussi de négocier, mais ils commencent à mettre la barre très très haut et ils savent que sur le terrain, tout porte à penser, à la fois moi ce que je vous dis, ce que j'en ai vu, et également ce qu'on est en train de constater sur les gains qui ont été faits depuis décembre, bien que les Russes ont accéléré leur tempo opérationnel et que on est probablement effectivement dans une nouvelle offensive D'ailleurs, si vous me permettez d'attraper un commentaire au vol, c'est vrai que ça m'a complètement échappé et je m'en excuse auprès du chat. Mais c'est vrai qu'une autre façon d'utiliser un doublement des effectifs, c'est de doubler le franc.
si par rapport à vos compétences sur le Oui. terrain, on voit bien qu'on peut pas augmenter la densité de soldats par kilomètre carré au risque d'augmenter massivement les pertes. Une Mmh. autre solution, c'est de maintenir la densité constante. On a l'impression d'être un peu en thermodynamique, vous savez, réaction Mmh. adiabatique, réaction à pression constante, réaction à température et pression constante. Bah là, ça serait réaction à densité constante. Et donc là, ça veut dire que virtuellement, les Russes pourraient par contre doubler la taille du front. Je vais absolument pas penser, bien sûr, à souligner cette possibilité-là. Et là, rapidement, dans ce contexte, est-ce que vous pensez que ce serait probable, puisqu'il y a eu des frappes sur Soumy, qui n'est pas encore aujourd'hui dans Oui. le front russe, puisqu'il y a Kharkov, etc. Mmh. Mais Soumy ici est déjà l'objet d'une d'attaque. Il a déjà Mais les été Russes n'ont pas passé la frontière. Les bah, troupes ils russes ont n'ont pas. conquéri des petites poches et Mmh. les Ukrainiens tentent de réaliser un Kursk bis avec Belgorod, même Mmh. si les Russes se font pas surprendre cette Oui, fois-ci. on leur fera passer deux fois, On oui. va pas leur faire deux fois. Donc, si vous voulez, ces fronts se neutralisent plus ou moins, même si ils peuvent redevenir actifs. Et sur la question de Soumy, il y a de la part des Russes une sorte de revanche à prendre aussi, puisque ça faisait partie des zones qu'ils avaient occupées au début de la guerre, desquelles ils se sont retirés, et donc, et en particulier de la ville de Soumy. Donc, il y a encore un intérêt de la part des Russes. Maintenant, doubler le front, dans quel sens? Est-ce que moi, je crois pas, Mmh. fondamentalement, et on a vu passer cette carte de Keith Kellogg, qui a été le premier Oui, la émissaire. fameuse, oui. Voilà, Qui est court-circuitée d'ailleurs, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. bah oui, enfin, il a été mis de côté, je pense parce que à la base, c'était quelqu'un qui était pas, enfin, qui avait une réputation d'être très anti-russe. Donc Mmh. Trump l'avait mis là pour dire, voilà, moi je vais négocier, etc. Là, il a remplacé par comment, Steve Witkoff, qui lui est une sorte de Pragmatique. Trump bis, très plus loyal peut-être que compétent, mais Mmh. qui en tout cas a l'avantage justement de faire avancer au day-to-day les négociations avec l'exact ce que veut Trump, quoi. C'est-à-dire cette situation d'urgence, effectivement, qui tranche par rapport à un Poutine qui, lui, préférait attendre, veut temporiser, veut faire un plan en plusieurs étapes, d'où le système électrique, l'arrêt des opérations en mer Noire, enfin, bref, progressivement, essayer de gagner du temps. Gagner du Mmh. temps sans doute pour gagner du territoire, ou en tout cas consolider ses positions. L'idéal pour les Russes, effectivement, serait de reprendre ces 4 oblasts, et à ce moment-là, je pense qu'ils n'iraient pas plus loin, parce que la question aussi, pour répondre à l'idée Du la doublement du front. Mmh. doublement du front, c'est que cette partie ouest de l'Ukraine n'a aucun intérêt pour la Russie. D'abord, au niveau comment ressources, il n'y a rien, et surtout, Mmh. c'est la terre des nationalistes ukrainiens. Mmh. Se retrouver dans une guerre, pris dans une guerre de partisans, comme Ouais, ils l'ont techniquement, ce été. serait un nid en merde. Mmh. Ah oui, entre 45 et 54, Mmh. Loun a continué à prospérer sur ses terres et à lancer des embuscades contre les Russes. Donc, jusqu'à ce que Khrouchtchev fasse la paix avec eux en 54 et les amnisties. Mais si vous voulez, les nationalistes ukrainiens sont nés là-bas, c'est leur territoire. Et les Russes, je pense, n'ont aucune espèce d'intention d'occuper cet ouest du Dniepr. Voilà, ils pratiquent en Parce fait que non, leur mais s'ils veulent aller jusqu'au Dniepr, quand même, le front de Kharkov et de Soumy peut oui. suffire à les pousser jusqu'au Dniepr avec 500 000 hommes de plus. Non, Donc mais c'est tout à fait, complètement tout à excessif. fait. Mais ça peut être tout à fait un objectif. Mais encore une fois, une ville comme Kharkov qui doit faire, je sais pas, 2 ou 3 fois Paris, on est Il faut 200 000 hommes, un minimum pour l'occuper, oui, ça c'est ouais, clair. il faut, même si Kharkov, c'est une ville qui a été, il y a eu 5 batailles de Kharkov. Donc là, il y a quand même, voilà. Je pense qu'il y a aussi un facteur psychologique, moi, qui m'a toujours marqué sur la question d'Odessa. Mmh. J'ai comme l'impression, mais c'est juste une impression qui n'est pas du tout comme une analyse militaire ou du front, c'est que il y a quelque chose de très affectif pour Odessa chez les Russes. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de la détruire. Voilà. Il y a eu Oui, des c'est vrai. opérations. Il y a un côté, en effet, c'est une ville culturelle. Enfin, ils veulent pas C'est raser cette ville-là. Mmh. voilà, il la raser, en faire un Mariupol. Mmh. Voilà. Mariupol, c'était la revanche de 2014. C'était là où Azov est né. C'était Azov qui avait défendu Mariupol contre les séparatistes de la DNR. Et donc,
conquérir Mariupol, c'était quelque chose d'important pour les Russes au départ. Ça a joué d'ailleurs en faveur des Ukrainiens parce que la concentration de troupes russes pour conquérir Mariupol a permis aux Ukrainiens d'alléger le front à d'autres endroits, enfin, et aux Russes d'être moins efficaces dans leur effort de conquête au début de la guerre. Donc Mariupol a joué ce que Bakhmout jouera plus tard pour les Russes, c'est-à-dire de cristallisation des troupes russes pour une bataille très difficile. Mais une bataille qui a conduit moi j'y suis allé 6 mois après la bataille, c'était effrayant. Le degré autour d'Azovstal, de la fameuse usine et tous ces endroits-là, 6 mois après, ça sentait encore le cadavre dans les rues. C'était quand même, c'est une ville qui a été. Alors aujourd'hui, ils ont fait un gros effort de déblaiement, de reconstruction. Paraît-il qu'on y boit le café en terrasse maintenant. Mais bon, pour un petit laïus sur Mariupol, mais c'est une ville qui a extrêmement souffert. Donc, Odessa, c'est compliqué. Il y a l'embouchure du Dniepr qui est là. Nikolaïev, ils ont essayé, ils se sont cassés les dents là-bas, parce que le terrain n'est pas très praticable. Je vous dis, ils avaient envisagé une opération amphibie pour conquérir Odessa, ça ne s'est pas produit. On avait même raconté que depuis la division qu'ils possèdent en Transnistrie, les Russes auraient pu attaquer de ce côté-là et faire une opération conjointe et rejoindre la Transnistrie, faire une sorte de continuité territoriale russophone, on va dire, autour de ça. Ça s'est pas produit. Quid dans les négociations, je ne sais pas où ça en est, mais j'ai ce sentiment que les Russes n'ont pas envie de détruire Odessa. Voilà. Oui, c'est vraiment ce qui en ressort, même en termes d'activité d'artillerie, de lancement de missiles. Totalement. Ils auraient pu être beaucoup plus saignants. Alors, qu'est-ce qui se passerait selon vous si on avait un effondrement de l'armée ukrainienne, puisque là, elle est à 2 doigts d'un effondrement cette fois systémique. On avait parlé sur la chaîne de l'effondrement, le premier effondrement du front, mais c'était un effondrement qui n'était pas significatif pour le public, parce que tout ce qu'on voyait, c'était d'un coup une multiplication par 10 du nombre de flèches dans Deep State Map. Mais bon, c'est vrai que ça fait pas effondrement de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a maintenant 1 an, j'avais posté sur ma chaîne, le front ukrainien s'effondre parce qu'on avait vu d'un coup une explosion du nombre, enfin des Bakhmout, il y en avait partout, quoi. En 2023, 2022, 2023, les Bakhmout, c'était quand même l'événement, tout le monde en parlait, puis d'un coup, ça devenait standard d'avoir des opérations du niveau de Bakhmout avec des progressions du niveau de Bakhmout tout le long de la ligne de front. Et ça a été un changement de tempo très inattendu. Mais cependant, c'est clair que c'est pas comme un effondrement de la ligne de front type mai 40 avec la France. Mais si ça devait arriver maintenant, que se passerait-il déjà? Est-ce que politiquement, Macron ne serait pas fondé à dire les fameuses hordes mongoloïdes déferlent sur l'Europe et les grandes plaines, et il y aurait un sentiment de menace perçue qui serait immédiatement exploitable politiquement, non? Alors, il y a 2 choses dans ce que vous dites, Idriss. La première, c'est, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée on va dire, Bakhmout a été intéressant pour les Russes parce qu'elle a permis d'user les meilleures troupes ukrainiennes, s'acharner sur la forteresse de Bakhmout, voilà, qui devenait, d'ailleurs, Dixit, Michel Goya et d'autres experts n'avaient aucun intérêt stratégique. Ces gens-là ont oublié que Stalingrad et Verdun n'avaient elles aussi, aucun intérêt stratégique au moment où ces batailles gigantesques s'y sont livrées. Non, ce que Bakhmout a permis, c'est d'user les meilleures troupes. D'ailleurs, les mercenaires, à la fin, ont refusé, côté ukrainien, de continuer la bataille de peur de perdre trop d'hommes. Les Wagner, effectivement, ont sacrifié beaucoup de prisonniers, beaucoup d'hommes, de régiments de prisonniers. Alors, c'est intéressant, c'est que moi, je pense être le seul journaliste français à avoir vu une formation de prisonniers par des ex-Wagner, et comment ça se passe. Et là, j'ai pu, comme on est repassé dans ce coin-là 6 mois plus tard, retrouver des gars qui avaient été formés l'été, qui venaient en effet essentiellement des ethnies bouriates, yakoutes, ou des peuples de l'Est de la... D'où le mongoloïde. Voilà, et qui étaient des bataillons de prisonniers et qu'on a envoyés au moment de la contre-offensive ukrainienne, c'est-à-dire qu'il y a eu ceux qu'on avait suivis, Dixit un prisonnier, Dixit recoupé avec les commandants ex-Wagner qui nous parlaient de ces incidents sur Andrivka et Chlesivka. Il y a eu 80, ce bataillon qu'on avait suivi a subi 80% de pertes. Donc
Oui, Ouais. il y a eu des moments comme ça, parce que les Ukrainiens ont tenté de reconquérir Bakhmout au moment de la contre-offensive de l'été 2023. Et ils n'y sont pas parvenus. Et ensuite, le front n'a pas tellement évolué. C'est-à-dire, il s'est figé sur Chazivyar, qui est extrêmement compliqué à l'ouest de Bakhmout, qui est aussi un hub des Ukrainiens, et qui aujourd'hui est encore très, très disputé. Donc, de ce côté-là, on n'a pas avancé très, très fort. C'est exact. En revanche, il y a eu, et là vous avez raison, sur Avdivka, c'est-à-dire à l'ouest de Donetsk, une percée significative qui a permis l'ouverture et la conquête de plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoire. Là, le sud de l'oblast de Donetsk a subi un véritable effondrement, on va dire, et ça a été très compliqué jusqu'à Pokrov, à l'est de Pokrov, jusqu'à ce que les Ukrainiens puissent rétablir de véritables lignes de défense. Et tout ça a permis aux Russes d'avancer, de gagner du territoire, c'est clair. Maintenant, mais alors, si on avait un vrai effondrement façon mai-juin 40, non, politiquement, qu'est-ce qui se non. passe? Il y a eu des percées justement juste après Andrivka, juste après Avdivka. Il y a eu des percées de 7-8 kilomètres dans le dispositif ukrainien, très fulgurant de la part des Russes. Ça correspondait à des erreurs de rotation d'unités ukrainienennes, dont d'ailleurs les commandants avaient été sanctionnés à l'époque par Oui, tout à leur fait. hiérarchie côté Si ukrainien. justement on avait une attrition, si on atteignait, parce que vous savez, quand même, le principe d'un collapsus, c'est que c'est non linéaire. Je ne veux pas être pédant, mais on a une falaise, quoi. À un moment donné, c'est exactement comme un effondrement pour un glissement de terrain ou un bâtiment. On peut rajouter, c'est la paille qui casse le dos du chameau. Au bout d'un moment, on rajoute un élément supplémentaire qui fait que la pression fait craquer la structure. Or, là, pour le coup, si jamais les Russes sont bien en capacité de sortir 500 000 hommes d'un chapeau, enfin pas d'un chapeau, hein, on voit bien que malgré leur démographie compliquée et leur taux de fécondité très, très mauvais, ils ont même, bien entendu, beaucoup plus d'habitants et beaucoup plus de soldats sur le pied de guerre que les Ukrainiens. Qu'est-ce qui se passerait si on avait un vrai collapsus de la ligne de front, là? C'est un petit peu, je dirais, à la fois ce que cherche à éviter Trump, à mon avis. Et ça a dû venir, on le sentait, parce que l'intérêt de Trump, c'est qu'il y a un moment, tout est transparent. Je recommande d'ailleurs l'interview de Witkoff, de Steve Witkoff à Tucker Carlson. Elle est incroyable, cette interview. Elle est incroyable parce que allez la voir. tout est transparent. Il parle du nucléaire tactique. C'est là où on voit qu'on n'est pas dans la psychologie de la diplomatie ni du militaire de haut rang. On est avec des entrepreneurs du bâtiment et qui ont un œil rivé sur la bourse. Et à un moment, Witkoff dit à Carlson, il lui dit on pourrait imaginer une utilisation d'une bombe atomique tactique, mais ça serait pas très bon parce que les cours de la bourse s'effondreraient. Les cours de la bourse s'effondreraient, c'était complètement... Je trouvais que ça montre un peu l'univers du personnage et du même coup l'univers de Trump avec cette volonté d'arrêter cette guerre coûte que coûte, qui t'a donné beaucoup de gages à Poutine, y compris à l'exempter de sanctions tarifaires. Alors déjà, les Russes sont déjà pas mal sanctionnés et les pires des sanctions qui leur coûtent le plus sont les sanctions appliquées par les pays européens. Mais les Américains ont probablement aussi envisagé notamment sur le cas de l'arrêt des combats en mer Noire, une forme de levée de sanctions pour pouvoir acheminer l'engrais, puisque la Russie est le premier producteur mondial, et faire en sorte que la commerce russe puisse redémarrer. Donc, il y a déjà beaucoup d'efforts qui ont été faits côté Trump. Alors maintenant, votre question sur Poutine, c'est ça Qu'est-ce qu'il désire? C'est vrai que si on claquait dans les doigts, parce que c'est une bonne façon de faire de la polémologie, comme aiment bien dire les universitaires. On sait que par exemple dans le conflit israélo-palestinien, il y a vraiment un côté wishful thinking de part et d'autre, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les deux factions s'imaginaient un monde où l'autre aurait cessé d'exister.
Donc, boum, il y a une fée qui arrive avec une baguette magique et qui fait disparaître une faction ou l'autre. Donc, ça, c'était évidemment la mentalité infantile, mais le problème, c'est qu'elle est au pouvoir. Elle a été au pouvoir, dans les deux camps d'ailleurs. Et bon, aujourd'hui, on voit bien que maintenant, il est temps de grandir et de constater que ça ne se passe pas comme ça, même si c'est littéralement ce qu'essaie de faire Netanyahou dans le conflit israélo-palestinien, dire bah, il y a un jour, pouf, Gaza va disparaître. Voilà, pouf, il n'y aura plus de Gazaouis, on va en envoyer 500 000 par-ci, 500 000 par-là, et ils vont disparaître. Mais là, si on faisait la baguette magique, le bon génie, Poutine, il voudrait quoi? Dans les limites du raisonnable, mais quand même réalisable par le génie d'Aladin. S'il avait les 1001 nuits, là, il demanderait quoi? Moi, je pense qu'on n'est pas, même si je vous dis encore une fois, j'ai pas une boule de cristal, mais je m'imagine quand même qu'on est quelque part peut-être pas si loin que ça, au moins d'un premier cessez-le-feu, qui d'abord viendrait cautionner l'option Trump, parce que Poutine connaît les faiblesses de Trump. Trump, le temps rapide, l'autre le temps long. Xi Jinping, qui est quand même en guerre maintenant commerciale contre les États-Unis. Donc là, il y a une vraie empoignade. Il y avait un, ouais, et le problème de Trump, c'est que s'il se retrouve en plus avec une guerre contre l'Iran, ça va faire beaucoup. Et au moment de ces, il va falloir que Trump ait un résultat. Or là, il a lancé beaucoup de filets. Et si Poutine est intelligent, et je pense qu'il l'est, moi j'ai comparé la volte-face américaine vis-à-vis de la Russie au passage d'une comète qu'on voit une fois par siècle ou par millénaire. C'est-à-dire que là, tout à coup, vous avez le principal fournisseur d'armes, de renseignements, celui qui tactiquement prépare les opérations de votre adversaire, qui tout à coup se dit, bon, bah, je vais me mettre de l'autre côté. Quelque part, c'est ça. Même si il ne faut pas non plus être naïf avec Trump, aujourd'hui, si les Américains disent je me retire de la guerre, c'est terminé. Oui, voilà, il faut le rappeler ça. Parce que on dit que Trump sert les intérêts de Poutine. Non, Trump pourrait débrancher le patient. Et d'ailleurs, il pourrait lui offrir la victoire tout de suite. Voilà. Et ça donne raison à notre confrère Alexandre Robert de History Legend qui était passé sur la chaîne, qui avait dit exactement ça il y a un peu plus de 3 mois, avant même l'élection de Trump. Il avait dit voilà, vous croyez que Trump déclare qu'il fera ça en 24 heures et que Trump se fout de l'Ukraine et qu'il pourrait la débrancher. Il en a le pouvoir. Mais le capital politique qu'il perdrait s'il faisait ça est tellement inconcevable qu'il ne peut absolument pas se le permettre au fond, quoi. Et je pense aussi que ça fait partie d'une certaine forme de recul de Macron, qui a compris aussi ça, donc qui se place dans une perspective de plan de paix, qui aujourd'hui n'est plus dans l'idée de suppléer au départ des Américains, parce que je pense que les Européens se sont rendus compte qu'on ne va pas remplacer 70 milliards de dollars d'équipement, ce qui est la somme versée par les Américains uniquement d'armement, d'équipement depuis le début de la guerre. On ne va pas remplacer, même si on a la capacité peut-être de fournir du renseignement, et on l'a fait sur certaines opérations aux Ukrainiens. On peut le faire, mais on ne peut pas suppléer à la capacité justement de cartographier, d'observer en temps réel, de donner les positions telles que les Américains le font pour les Ukrainiens aujourd'hui. Et je vous dis encore une fois, en référence à l'article du New York Times d'il y a 2 semaines, qui montre justement cette imbrication bien plus importante qu'il n'était avouée jusqu'à présent des Américains, du général Donahue, du général Cavalli. Ça aussi, c'était complotiste, il faut le rappeler, de la même façon que les biolabs ont été révélés par le New York Times. C'est avril 2022, ça. C'est avril 2022, ça commence à Wiesbaden, c'est là qu'en Allemagne, c'est là que tout va se jouer, c'est dans cette immense base américaine que ça va être la situation room de la guerre en Ukraine. Disons-le clairement, disons-le de façon limpide et claire, le New York Times a révélé que la guerre ukrainienne était une guerre par procuration, par proxy, contre la Russie. Et ça, la totalité de l'audiovisuel français a refusé de le dire et a dit qu'il était complotiste de le dire. Vous vous rendez compte, l'article du New York Times qui était paru, parce que moi je lis là comme vous la presse américaine, l'article du New York Times qui expliquait, qui était une grande enquête sur les bases de la CIA, les 12 bases de la CIA le long de la frontière russe dès le Maïdan ou dès les lendemains du Maïdan, en expliquant que les hommes de la CIA sont restés au début
de l'invasion. Donc ils étaient là, ils donnaient les positions, ils renseignaient pour les Ukrainiens au début de l'invasion. Donc il y avait la CIA était là. C'est le New York Times qui le dit. Personne n'a contredit cet article. Simplement, il est simplement passé sous silence ici. Ouais, et récemment, le Figaro l'a déterré. On s'est dit ah bah oui finalement. Et si vous prenez cette histoire de CIA 2014, vous prenez l'histoire de Wiesbaden racontée par le même New York Times, vous avez une guerre qui est pilotée non seulement au niveau logistique, au niveau armement, au niveau formation, mais aussi au niveau opérationnel, où les Américains marchent la main dans la main avec les Ukrainiens, avec un petit bémol simplement qui est pour l'opération de course, où là, les Américains disaient d'ailleurs, ils sont en train de nous préparer un truc, on ne sait pas trop quoi, c'était Syrski Zelensky, et il y avait même un général américain qui avait dit, on est plus au courant de ce que sont en train de faire les Russes que de ce que sont en train de faire les Ukrainiens. Donc ils avaient décidé de faire un peu leur baroud d'honneur, qui a été une opération assez bien menée. Mais bon, elle n'a servi à rien, mais ça a été une guerre de mouvement dans une guerre d'attrition, tout à coup, où il y a eu... les Ukrainiens ont réussi à... Mais les Américains immédiatement sont arrivés parce que ces unités projetées en territoire ennemi, avec une difficulté de garder le lien logistique avec l'arrière, avec le fait qu'il leur fallait du renseignement, évidemment, les Américains ont été obligés d'intervenir très rapidement auprès de leurs alliés ukrainiens. Donc, si vous voulez, pour terminer cette analyse, c'est une guerre américaine, et si Trump veut débrancher et offrir la victoire à Poutine, il peut le faire. Mais pour l'instant, il ne peut pas se le permettre vraiment en termes de capital politique, c'est absolument impossible. Donc, bon, bah, on en revient à là, Poutine, si vraiment il avait son génie, qu'est-ce qu'il demanderait? Est-ce qu'il demanderait simplement les 4 oblasts, donc 100% de Zaporizhia, 100% de Luhansk, comme vous l'avez dit, c'est déjà le cas, 100% de Donetsk, est-ce que c'est ça qu'il demanderait? Est-ce qu'il demanderait jusqu'à Kharkov? Qu'est-ce qui pourrait être de nature à lui faire arrêter la guerre maintenant? Moi, je pense qu'il y a la question de la démilitarisation aussi, il y a la question de comment... voilà, l'OTAN, je pense que c'est acquis. Mais même Mark Rutte, le patron de l'OTAN, a dit que c'était pas que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN. Je pense que Zelensky l'a compris. Là, on a un peu avancé sur la question des 4 oblasts. Bah, si on acquiesce aux demandes russes, bah, ça veut dire que l'Ukraine est obligée de se retirer des régions d'Ukraine. C'est quand même très difficile à imaginer, sauf à ce que l'Ukraine capitule, est-ce qu'elle se retrouve dans une situation similaire à l'Allemagne en 1945. Dans ce cas-là, oui, elle n'aura pas le choix. Ouais, voilà, pour le moment, l'Ukraine sait qu'elle peut encore résister. Combien de temps? C'était toute la question de notre débat tout à l'heure de savoir, bah oui, est-ce que les Russes vont doubler leurs effectifs? Est-ce que l'offensive va être fulgurante? Est-ce que aujourd'hui la guerre permet ce type d'offensive? Donc on n'est pas encore certain et puis, mais on sent quand même qu'on arrive à bout. On sent que du côté ukrainien, mais il y a toujours ces scènes abominables d'hommes qui sont raflés dans la rue, parfois au bras de leurs compagnes pour être envoyés au front. On sait que ces unités-là et le potentiel militaire de ces gens-là est très très faible. Leur durée de survie est très très faible. Il n'y a pas de motivation. C'est des rafles pour combler les effectifs parce qu'il n'y a plus de réserve. On a un pays aussi qui, en termes d'infrastructure, est à bout de souffle. Il y a aussi la situation politique, ne l'oublions pas, avec une pression exercée de la part de Zelensky sur ses adversaires. Hein. Le sort de Zaloujny est un comment dire. J'affiche juste l'écran si vous me permettez l'article qu'on nous l'a demandé, donc l'article du New York Times, hein, The Secret History of the War in Ukraine. Vous cherchez ça sur le site du New York Times et voici donc l'article en question. C'est vraiment un article qui, une fois de plus, contredit de façon frontale 3 années de médias européens sur la guerre en Ukraine, qui nous dit clairement, oui, bah, de la même façon que pour les biolabs, on vous avait dit que c'était faux, mais en fait c'était vrai. De la même façon que pour le fait que l'Ukraine réarmait, on vous avait dit que c'était faux, mais en fait c'était vrai. Je parle même pas, on a exhumé, vous savez, des unes, enfin pas des unes, mais des articles du Daily Mail qui vous parlaient d'un retraité ukrainien qui avait abattu un Sukhoi avec du calibre 12, enfin, imprimé comme ça, comme de la vraie news, hein, pas de problème. Donc bon,
c'est tout à fait pathétique et des gens l'ont cru parce qu'il y a encore une minorité de gens qui, quand on leur montre un article de presse, ne cherchent absolument pas à utiliser leur bon sens pour l'analyser. Enfin, comme dirait Mark Twain, si vous lisez la presse, si vous ne lisez pas la presse, vous êtes mal informé. Si vous lisez la presse, vous êtes c'est vrai, si vous ne lisez pas la presse, vous n'êtes pas informé. Si vous lisez la presse, vous êtes mal informé. Et c'est exactement ce que l'on a avec ce genre d'article. Donc voilà, je l'affichais juste rapidement. Vous le chercherez en tapant The Secret History of the War in Ukraine avec New York Times. Je vous rends la parole, Régis. Non, pour faire un petit, pour poursuivre ce que vous disiez sur la presse anglo-saxonne, ce qui est quand même très intéressant dans la démarche, le Washington Post aussi a fait ce type d'article, on va dire correctif, où le rédacteur en chef, malgré la ligne éditoriale, laisse son enquêteur en sachant que il va peut-être dire des choses qui ne plairont pas ou qui ne seront pas en adéquation avec la ligne éditoriale. Vous savez, c'est l'affaire du Watergate aussi. C'est I stand by my writer, by my reporter. C'est la grande époque du journalisme, où les directeurs de rédaction défendaient leurs journalistes. Et en dépit des pressions et en dépit de tout ce qui peut se passer, le New York Times a une ligne éditoriale pro-ukrainienne. Depuis le début du conflit, il y a eu beaucoup de papiers aussi très tendancieux et pas toujours sourcés efficacement, mais voilà, il est quand même capable aussi de sortir des papiers on va dire, de correction et d'expliquer que voilà, c'est la vérité et voilà ce qu'on a trouvé. C'est aussi le journal de Judith Miller qui avait distillé la propagande de Dick Cheney au moment de la guerre en Irak. Ensuite, il y a eu un mea culpa et s'il y a eu des mea culpa sur ce genre de choses, il y en a eu plein dans la presse américaine. Moi, ce que je remarque, c'est que je ne vois jamais un mea culpa dans le monde. Ah oui, jamais. Alors que même la presse allemande s'est excusée, la presse même danoise pendant le Covid s'était excusée. Mais le monde, non, il n'y a pas de. Non, tout ce qu'ils ont dit était vrai, je peux vous dire. Tout ce qu'ils ont dit était vrai, voilà. J'ai gardé des citations, même au moment de Dartmouth notamment. C'était lamentable, quoi. On n'est plus dans du journalisme, on est dans du spéculatif, avec parfois des reporters qui vont sur le terrain, mais on se demande s'ils sont pas pressurisés par leur rédaction, qui va leur dire attention, si tu dis pas ce que tu dois dire, on te renvoie pas, quoi. Oui, puis on oublie les délits d'initié. Là, tout dernièrement, vous avez une représentante démocrate qui a été alignée par Unusual Whales. Donc, Unusual Whales, c'est un excellent compte sur X qui a gagné des millions de followers, notamment pendant la période GameStop, AMC, etc., où on sait qu'il y a des malversations sur ces deux actions. Et Unusual Whales suit les positionnements financiers de certains, enfin de tous les sénateurs et députés américains, avec bien sûr la légendaire Nancy Pelosi qui est déni du trading. On se demande bien ce qu'elle fout en politique. C'est vraiment, elle est du niveau de Jim Simon pour Rentech ou les meilleurs hedge funds. Et donc là, on a cette membre démocrate du Parlement américain, enfin du Congrès, j'ai oublié son nom, je ne l'ai pas sous les yeux, dites-moi dans les commentaires si vous la retrouvez, qui a pris une position sur Rheinmetall. Alors là, Rheinmetall, c'est vraiment, on est sur une action que personne ne trade au sein du Congrès américain. Ils traitent du Nvidia, ils traitent du Lockheed Martin, du Boeing. Là, c'était Rheinmetall. Alors là, bip, bip, Unusual Whales, ça les a fait tout de suite tiquer. Vous avez dit, hop, c'est bizarre, ça, elle est allée. Vous savez ce qu'on appelle le stock picking. On va chercher pile poil la bonne action. Donc là, elle va chercher pile poil cette action. Rheinmetall a fait 195% depuis cette prise de position par une membre du Congrès qui s'avérait faire partie du comité, qui allait recommander, bien entendu, la livraison d'armes et la fabrication et la commande d'armes par Rheinmetall, qui fait le Léopard notamment, qui fait tous les canons, même le canon du... Rheinmetall, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et maintenant... c'est Dodge Qualitat. Dodge Qualitat, exactement, c'est Krupp et compagnie. Et donc, c'est intéressant parce que vous avez aujourd'hui les usines Volkswagen qui proposent de donner leur chaîne de montage pour pouvoir faire plusieurs, et les Allemands vont probablement le faire. Et pendant la seconde Guerre mondiale, c'était Ferdinand Porsche qui faisait les tourelles de Panzer. Voilà, qui avait même fait le Ferdinand. Enfin, il y avait un chasseur de chars qui portait son nom. Il y avait l'éléphant, le Ferdinand et bien sûr la tourelle du Tigre 1 et du Tigre 2.
Mais, Ouais. mais les Allemands vont vraiment le faire. C'est-à-dire, je pense qu'ils vont vraiment se réarmer. Moi, je sais plus si j'avais cité cette plaisanterie d'un journaliste allemand que j'ai vu sur Twitter. J'ai malheureusement pas gardé le nom du journaliste, mais qui disait si je comprends bien, nous, Ouais. Allemands, vous êtes en train de nous demander de faire une grosse armée, de traverser la Pologne et d'attaquer la Russie, quoi. Pour être sûr, il dit je laisse ça là pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu ultérieur. Ouais, Voilà. Bon. c'est bien ça que vous nous demandez. Voilà. Donc oui, oui, et là on rigole, mais c'est vrai que Ouais, Porsche qui se met à faire des chars, oui, et, bah et oui, l'armée allemande qui était toute contente quand elle parlait de l'opération de Kursk. Bon, là oui. aussi, voilà, c'était assez Et les marrant, Russes quoi. qui, symétriquement, ont dit les chars allemands brûlent à Kursk, Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. comme en Les chars allemands 43. brûlent la Voilà, Kursk. donc ils se sont fait un malin plaisir avec leurs drones en particulier de Mm, mm. taper les léopards. Voilà. Ouais, ouais, et ben, on est d'ailleurs l'excellent humoriste français Mosinor qui fait des détournements. Donc, qu'on avait fait un que j'ai cité chez Caroline Galacteros, excellent, Finito les Mhm. Mercedes. Bah, on avait fait un aussi avec les chars Léopard envoyés Mhm. en Ukraine. Un détournement superbe der Untergang, la chute avec Adolf Hitler, où il redoublait bien sûr les personnages pour dire nous allons leur envoyer les chars Léopard. Donc bon, voilà, on en rigole, mais il y a un Non, côté à la fois tragicomique, quoi. mais il y a aussi dans le problème de la propagande, aussi, on voit on est un peu prisonnier de cette propagande, de cette dialectique de victoire ukrainienne qui continue à nourrir beaucoup de réflexions. Et on voit de temps en autre sur LCI, on est sur les Wunderwaffen. Wunderwaffen, ouais, tout à fait. Voilà, et il y en a qui vous expliquent, oui, oui, ça y est, ils ont trouvé un truc, attention, ça va arriver sur le champ de bataille, ça va être un game changer. Bon, on sait que depuis le début de la guerre, il y a eu une multitude de game changers qui n'ont rien changé du tout. Et voilà, ça a été les chars à une époque, maintenant c'est les F-16. Visiblement, les Russes ont trouvé une manière de les abattre puisqu'ils en ont tapé Oui, non, mais deux. les F-16, Soumis. là, pardonnez-moi, mais les F-16, c'était couru d'avance. Aujourd'hui, Mm. même le Rafale se fait totalement détroncher dans le ciel. Enfin, voilà, face à des Pas S-400. encore, hein, mais bon. Voilà, mais enfin, d'un point de Mm. vue signature radar, Oui. bon, d'un point de vue signature radar, même un Rafale avec zéro équipement, zéro Mm. missile, zéro Mm. bidon supplémentaire, ça reste la cross-section radar à peu près la taille d'un aigle, quoi. Bon, pas Ouais. pareil, Mm. alors si c'est full équipé, ça devient un Condor. Bon, pour donner une Mm. référence, ça sera le sujet de ma prochaine vidéo montée, j'ai un peu de retard dessus. Mhm. Pour donner une référence, le F-22, c'est la taille d'un colibri en radar Mm. cross-section. Mm. Donc, bon, le B2, c'est la taille d'un pigeon. Bon, Mm. le B2 de notoriété publique aujourd'hui est dans le monde du renseignement est accrochable au radar par les S-400 russes. Donc si un truc qui fait la radar cross-section d'un pigeon est accrochable par les radars, un truc qui fait la radar cross-section d'un grand hibou ou d'un aigle, Mm. c'est accrochable aussi. Donc le Rafale reste objectivement plus discret qu'un F-16. Il n'y a pas de doute Mm. là-dessus. Mais pas non plus complètement furtif. Donc oui, ça a été aussi présenté d'une façon absolument excessive. Et là, je voulais rajouter une image que je viens de retrouver. On avait, parce que vous parliez des Wunderwaffen, pendant très longtemps, l'argument de vente du char Abrams, c'était qu'il n'avait jamais été détruit au combat. C'est vrai que les Mm. chars Abrams n'avaient jamais été détruits au combat. Et là, Mm. maintenant, bon, là, vous voyez une image qu'on ne verra pas sur LCI ou sur BFM ou n'importe Mm. où en Union européenne. Les Russes exposent, ça c'est un char Abrams d'excellente facture, qui Ouais. ont détruit l'Irak, et ben, ils en exposent sur la place rouge. Voilà, ils ont ramené un Mm. char Abrams. C'est bon, c'est donc Wunderwaffen, là aussi, Meine Arsch, si je peux me permettre. Non, mais il y a eu d'ailleurs, alors pareil, il faudrait retrouver le papier, mais je crois que ça a été pondu par des militaires ukrainiens, me semble-t-il, ou alors peut-être des journalistes ukrainiens, sur l'inadéquation des armes allemandes, en particulier au champ de bataille ukrainien. Voilà, et je pense que ça peut s'appliquer également, pour des raisons très simples, aux
au matériel OTAN en général, qui a été utilisé, que ce soit les séries MRAP, que ce soit le Max Pro, c'est tous ces grands véhicules de transport de troupes ou le nouveau Bradley ont par rapport à la quincaillerie, on va dire, soviétomorphe des Russes, 1 mètre de hauteur en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sur de la zone où, quand on a conquis les hauteurs, eh ben, on voit très très loin. Ça a été l'affaire de Robotine. L'affaire de Robotine, vous vous souvenez, au début de la contre-offensive ukrainienne, ça a été le cimetière de chars. Robotine a été le cimetière de chars. Pourquoi? Tout simplement parce que les Russes se trouvaient sur une élévation de 120 mètres de haut. Ces chiffres-là m'ont été donnés par les militaires de l'école de guerre, donc voilà, par les colonels de l'école de guerre. 120 mètres, les Russes, et à 120 mètres, ils avaient une vision d'à peu près 10 km, ce qui fait que certaines unités ukrainiennes ont été frappées avant même de se mettre en marche. Voilà. Ouais. Et ce qui est arrivé sur Robotine, c'est que voilà, tout à coup, il y a eu, je crois qu'on a vu même par moment jusqu'à 2 léopards, 2 détruits dans le même champ. Voilà, et on a vu ces images et ça a été, d'un point de vue communicationnel, on va dire en propagande, exploité par les Russes de façon évidente. Et ensuite, ça a été voilà. Mais c'est l'exemple de l'inadéquation, c'est-à-dire que le T-72 russe, il est rustique, il date un peu, mais il a une espèce de forme oblongue, comme le BMP, même s'il est hors d'âge, qui fait que il se met dans un trou, il y a son canon qui dépasse. Il est rustique, mais il est adapté à ces plaines. Et là aussi, il y a une chose, c'est que les Ukrainiens et les Russes s'entraînent sur ces plaines depuis 50 ans. Donc, c'est pas un territoire, voilà. Or, toutes nos armées, avec ce nouveau matériel, qui parfois était incompatible, c'est-à-dire que entre du matériel anglais, du matériel français, du matériel allemand et américain, ben, les Ukrainiens, parfois, il n'y avait pas de compatibilité. Il fallait apprendre à chaque fois la façon dont on utilisait ce nouveau matériel. Et ça, évidemment, c'était extrêmement difficile par rapport aux Russes, qui avaient en gros le même matériel upgradé avec des T-90 ou des choses comme ça. Voilà. Mais vraiment, cette histoire d'inadaptation et de hauteur trop importante, et j'en termine là avec ça, c'est une hauteur trop importante liée au fait que à l'usage et à la conception de ces bâtiments, de ces engins blindés, qui sont liés à des activités de contre-insurrection, qui ont servi en Irak, qui ont servi pour nous, pour certaines zones où on est sur des guerres de basse intensité, des guerres sur lesquelles donc les châssis ont été renforcés pour éviter les IED. Or, parfois, bah, je crois que c'est le problème principal de l'Abrams, c'est que le côté est trop fragile, me semble-t-il, par rapport au châssis, ce qui fait que bon, voilà, il peut être percuté. Et donc, ce sont des véhicules qui ont été faits pour pouvoir regarder au loin pour des terrains qui n'étaient pas du tout le terrain ukrainien, ou au contraire, on cherche à se dissimuler, on cherche des formes qui vont se fondre dans le paysage. Moi, je l'ai vu au moment, j'ai vu les colonnes entières de véhicules ukrainiens détruits à Bakhmout. C'était impressionnant et on voyait bien que les Russes n'avaient pas eu d'énormes difficultés pour détruire ces véhicules au vu voilà, ils s'en étaient visiblement donné à cœur joie, en tout cas sur cette route entre Soledar et Bakhmout. Vous voyez la force de l'intelligence collective. Là, immédiatement, on a des aficionados qui ont identifié un STV 103B Streetwagen suédois, parce que ce que vous décriviez, hein, donc il y avait plusieurs doctrines pour l'OTAN. Une doctrine, c'était le tir anti-clean, donc counter-slope, où on devait se mettre avec juste le canon qui dépasse de la montagne. Et là, en l'occurrence, on avait le fameux char suédois de la guerre froide sans tourelle, qui était tout plat. Les Russes ont fait un compromis avec ça. En effet, donc les chars de l'OTAN devaient être un peu plus hauts pour pouvoir mettre juste le canon en dépression. Il y avait un angle de dépression plus élevé que les chars russes, qui eux étaient faits davantage pour avancer. Et donc souvent, ça posait problème d'ailleurs pour les chars russes de ne pas avoir un angle de dépression trop grand. Mais du coup, comme vous le disiez, les Russes avaient fait des chars pour s'enterrer. Et on a un autre cas là récemment qui est apparu sur le front. Vous l'avez décrit à plusieurs reprises, ce sont les fameuses Cope Cages. Donc
voilà, les cages, là c'est un Abrams encore, hein. Et au début on les appelait les cope cages, c'est encore une fois le cope, j'ai essayé de gérer une situation psychologique mais ça va pas beaucoup aider. En fait, si elles servent, elles sont tout à fait efficaces et on en revient à la bonne vieille débrouille, au bon vieux système D sur le terrain, où c'est bien sûr comme ça que fonctionnent les choses. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Je vérifie si on a bien traité tous les sujets importants, il me semble. Peut-être un dernier point. Oui, non, concernant l'armement, tout ce que vous avez dit, le F-16, etc. Eh bien, donc, il est temps au chat de poser ces questions. Vous mettez questions en lettres capitales, que je les vois défiler, et vous ne posez pas vos questions pendant qu'on y répond. Évidemment, posez-les pendant qu'on est entre deux questions. Alors, première question. La paix avec la Russie pourra-t-elle se muer en véritable partenariat pour que les Russes puissent se libérer de l'étreinte chinoise? Ce qui semblerait être la promesse américaine. Tout à fait. Ça, c'est l'objectif de Trump. Alors, je ne sais pas personnellement si ça va se réaliser, parce que le degré d'imbrication, on l'a vu encore récemment. Alors, peut-être il y a une attention particulière qui est mise par Zelensky sur la présence des Chinois sur les lignes de front. Nous on en a rencontré aussi une de nos équipes de Mertin, on en a rencontré. Donc j'encourage ceux qui... les faiseurs de drones, notamment. Alors oui, il y a la question, il y a l'unité de drone russe, mais on a aussi une vidéo sur les Chinois sur le front. Et donc c'est intéressant de voir quelle est la réalité. Bon, la présence des Chinois sur le front n'est pas massive. La présence des Nord-Coréens non plus. Il n'y a pas eu des centaines de milliers de Nord-Coréens qui sont venus mourir à course, contrairement à ce qui avait été annoncé. Ça avait été un petit peu une manière de dire, regardez, ils internationalisent le conflit, donc on va autoriser l'Ukraine à utiliser les armes, etc. Donc il y a eu une sorte de prétexte sur les Nord-Coréens, plus qu'une réalité. Maintenant, sur la question de la Chine, c'est vrai que dès le début de la guerre, on pouvait constater quand on allait se promener dans les villes Moscou, Voronezh ou Rostov, par exemple, que les Chinois avaient augmenté leur présence du fait du départ de Samsung ou d'autres, notamment sur la téléphonie, c'était clair. Et les Chinois sont cette interpénétration des Chinois dans le marché russe, c'est bien concrétisé avec cette guerre. La Chine n'a jamais lâché la Russie non plus, à la fois. Alors, elle n'est pas allée, je vous dis, jusqu'à faire des déploiements. Mais je vous donne une petite anecdote. Pour ce qui est de Wagner, moi, j'avais eu l'occasion de voir leur centre de drones. La milice Wagner, c'était juste après Bakhmout, avait à peu près 30 drones différents en sa possession, tout à fait, dont certains qu'il commercialisait. Et il m'avait raconté un exemple d'un drone canadien un peu, pas aussi grand qu'un Reaper, mais quand même assez conséquent, et qui valait la bagatelle de $200 000. Et l'instructeur qui m'aurait raconté ça me disait, on a copié ce drone et on importe toutes les pièces de Chine et on en fait une copie quasi identique qu'on commercialise à $10 000. Voilà. 200 000, ce qui amène une question suivante. Oui, je vous en prie, allez-y. Non, c'était pour vous dire que oui, la coopération avec les Chinois, elle est manifeste. Je ne sais pas si Trump parviendra à faire ce vieux rêve américain d'écarter les deux. Voilà. Il reste en effet la coopération économique, et c'est vrai que les Russes préféraient, qui se considèrent de toute façon comme une puissance européenne, préféraient largement vendre leur pétrole et leur gaz à l'Occident. Alors oui, on nous demande pourquoi les Russes n'utilisent pas davantage leurs Sukhoi 35 et les hélicoptères Alligator Kamov 52. Alors dernièrement, j'ai vu que sur la fin de l'opération à Souja, ils ont en effet utilisé beaucoup de Kamov 52. Cependant, oui, on en revient au problème, c'est comme aux échecs, quoi, hein, prendre une reine avec un pion. Un Kamov 52, ça doit coûter 15 millions minimum prix à l'unité, peut-être plus, peut-être plutôt 30 ou 40 millions. Dites-nous dans les commentaires exactement combien ça coûte. Bon, un drone, comme vous l'avez dit, même ultra sophistiqué, ça coûte littéralement 100 fois moins.
Donc, forcément, là, on a un problème. Il faut les utiliser que dans certaines conditions extrêmement précises. Et pareil pour l'aviation. Il y avait quand même des patriotes déployés en Ukraine. Et le problème aussi, c'est d'avoir des pilotes qui se feraient capturer par les Ukrainiens. Poutine n'avait pas forcément envie de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait, je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire. Et puis, aujourd'hui, le drone, c'est la nouvelle aviation. Donc, je veux dire, avec plein de dimensions différentes, mais oui, le drone, quelque part, permet de réaliser, en termes les drones d'attaque en particulier, les drones philo-guidés, etc. Puis on voit la progression, ce qui est assez incroyable en termes de frappe, en termes de rayon d'action. Quand j'étais avec une unité de dronistes russes, avec une antenne simplement fixée à 15 mètres de hauteur sur un arbre le long d'une forêt, ils augmentaient la distance où ils pouvaient envoyer un drone FPV, donc drone d'attaque avec une tête je fais très concret, avec une tête de RPG comme munition, de 2 à 20 km. C'est-à-dire qu'en fait, on était à 20 km de Soudzha. Et la mission de ce jour-là, c'était de taper des stations essence contrôlées par les Ukrainiens. On a fait partir 4 drones. Il y en a 2 qui sont arrivés, 2 qui ont été perdus. Mais c'était pas grave parce que c'est des drones, vous savez, c'est 3D printer. Là, c'est du drone. Voilà, c'est très basique. Les têtes de RPG, parfois, ils en mettent 2 croisées et il les saucissonne avec des bouts de scotch. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, après, il y a évidemment des drones beaucoup plus sophistiqués. Il y a voilà. Mais le terrain d'expérimentation, il est là. Et partant de là, bon, les K-52, on l'a vu, hein, à Soudzha, il y en a quelques-uns qui ont été descendus par les Ukrainiens, notamment par les unités du GUR, du renseignement dirigé par Budanov. Voilà, bon, ça demande on va dire, une maîtrise du ciel, ça demande, voilà, et l'avion aujourd'hui, l'avion de chasse, il est en péril dans pas mal de situations. Voilà, c'est pas la Libye, c'est pas les frappes en Libye, c'est pas les frappes en Irak. C'est extrêmement, extrêmement dangereux. C'était pas une guerre d'aviation, sauf à considérer, comme moi je le considère, que les drones sont devenus la nouvelle aviation. C'est un mélange entre l'aviation et l'artillerie, en effet. Pendant très longtemps, les gens pensaient même que l'aviation était une sorte d'artillerie. Les Stuka étaient utilisés de cette façon, comme artillerie volante. Alors, on a 3 questions rapides. Je vais essayer de les enchaîner rapidement. Quel était le moral côté russe à votre dernier déplacement? Écoutez, c'est toujours intéressant de voir des hommes, de suivre d'abord l'évolution de ce moral sur les 3 ans de guerre, puisque c'était mon 6e séjour, d'avoir été avec plusieurs unités. Et là, en l'occurrence, ces dronistes, ce qui était très intéressant, c'est que c'est des gens qui embarquaient en eux une expérience de combat énorme. Pour certains, ils avaient vu tous leurs camarades se faire tuer. Ils ont tous été fantassins à un moment avant de bifurquer vers les drones, à la fois par passion, parce que leur jeunesse fait que bon, bah, c'est en adéquation avec leur culture. Il y a un côté très culturel chez le droniste. Hein. C'est un gamer, c'est quelqu'un qui a un style de vie, je l'ai déjà dit peut-être chez vous, mais Red Bull Pizza, voilà, j'en démords pas, et qui finalement ont trouvé une opportunité de mourir moins vite, voilà, en bifurquant sur les régiments de drones. Mais en particulier, est-ce que l'opération de Soudzha n'a pas encore plus fédéré les Russes, contrairement à ce qu'aurait pu être pensé? Alors oui, ça c'est la question de la mère patrie. J'ai vu, oui, certains notamment volontaires, parce que là, il y a beaucoup de volontaires dans l'armée russe. Avant, on disait Tchéveka, mais l'expérience Wagner fait que c'est devenu un gros mot. Donc, on dit les bataillons de volontaires maintenant. C'est ceux qui souscrivent à des contrats de déploiement de 6 mois et qui ont des compétences, etc. Et ces gens-là, parfois, certains avaient combattu au début de la guerre, et parce que les Ukrainiens étaient entrés à Koursk, dans l'oblast de Koursk, eh bien, avaient décidé de rempiler, comment dire, ça a été tout de suite voilà, c'était considéré comme la symbolique. Il y a l'histoire de Koursk, que les Russes sont extrêmement, extrêmement
avides de leur histoire, connaisseurs, etc., et réagissent très très durement quand c'est comme ça. Et moi, je me suis laissé dire qu'à Koursk, il n'y a pas eu beaucoup de prisonniers. Hein. Oui, c'est vrai, surtout chez les dronistes, pour le coup, Voilà, quand ils se font voilà. choper, eux, ils sont, c'est Il y a comme les eu des snipers. massacres assez, voilà, de gens prêts à se rendre et qu'on n'a pas laissé se rendre, quoi. Voilà. En effet. Alors, j'avais une autre question qui passait, qui était tout à fait intéressante. J'essaie de vous la retrouver. Ah, attendez. Non, bon, je l'ai raté. Alors, on nous demande si. Ah oui, si. Est-ce que les bombardiers stratégiques avaient été utilisés ou pas pendant cette guerre? Alors oui, Oui, bombes planantes, elles partent de bombardiers, donc oui, voilà, mm, pas forcément du gros Tupolev, mais oui, c'est mm. en effet. Alors, c'est vrai qu'on a énormément de questions. Est-ce que Poutine va laisser un héritage politico-militaire dans cette guerre? Est-ce qu'il y a une doctrine qui va ressortir? Est-ce que vous pensez que ça a fait date? Bah, les Russes sont assez forts pour réutiliser leurs retex. Je me Mmh. souviens qu'ils l'avaient fait au niveau de l'Afghanistan. Ils avaient fait 2 ouvrages après Ah oui, tout à leurs fait, ouais. échecs en Afghanistan qui s'appelaient, que les Américains ont fini par traduire après 8 ans de présence en Afghanistan, en se disant c'est peut-être intéressant de comprendre ce que les Russes ont vécu dans les mêmes villages que nous occupons aujourd'hui. Et les Américains avaient appelé ces 2 ouvrages qu'ils avaient donné, c'était l'époque du coin, hein, c'était l'époque de Pétréus et Mmh. de l'intelligence au service. Coin Counter-Insurgency. Ah oui, Voilà. merci de rappeler, ouais. Et de la doctrine de contre-insurrection. Et c'était l'époque où on commençait à réfléchir, à se dire il faut faire la guerre intelligemment. Et donc, il y avait 2 ouvrages comme ça qui avaient été faits par la Frunze, c'est-à-dire l'Académie militaire russe, et traduit en américain. Et ça s'appelait The Bear Went Over the Mountains, entendu l'ours russe a traversé la montagne le soir de Noël, a envahi l'Afghanistan. Et l'autre aspect, c'est là où les Russes étaient très intelligents, ça s'appelait The Other Side of the Mountains, c'est-à-dire c'était la version des Moudjahidines. Donc on avait la version d'un combat côté des Russes et ensuite le retex côté Moudjahidines, et les Russes avaient compilé tout ça. Donc ils sont très forts là-dessus pour ensuite essayer de ne pas reproduire des erreurs. Et dans cette guerre en Ukraine, s'il y a un enseignement peut-être, c'est que, à la différence des Américains qui, comme le disait Churchill, finissent par bien faire les choses après avoir essayé tout le reste, se sont entêtés à faire des choses en Irak, par exemple, qui n'ont mené à rien, y compris en Afghanistan aussi, des opérations complètement sans réel sens et sans réel... tandis que les Russes ont corriger leurs erreurs quelque part. La guerre est très mal partie pour eux. L'année 2022 a été largement à l'avantage de l'Ukraine. 2023, ils ont rattrapé la situation, Bakhmout, l'échec de la contre-insurrection, de la contre-offensive, et ensuite 2024, consolidation et marche lente, mais marche certaine vers la situation actuelle avec toute une évolution de la guerre. Donc je pense, oui, ça laissera des traces. D'abord, au départ, il l'appelait l'opération spéciale. Maintenant, c'est Ah oui, guerre. maintenant c'est une guerre, ouais, ouais. Maintenant, Voilà. ça y est, on peut dire guerre Voilà. en Russie. Ouais, ouais, ouais. Question suivante. Vous qui étiez en Roumanie dernièrement avec Monsieur Semyon, qui va se présenter donc à la suite de Călin Georgescu, même s'il existe des divergences importantes entre eux et qui ne sont pas officiellement alliés ou subordonnés l'un à l'autre, est-ce que, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout dans les médias français, dans le paysage audiovisuel français, en tout cas, à part quand vous intervenez, et on vous en remercie, la fameuse méga base de l'OTAN en Roumanie est-elle liée au coup d'État auquel on assiste actuellement? Je pense qu'il y a une question. Je ne peux pas dire. Moi, je suis allé en Roumanie. J'ai interviewé des candidats, y compris donc Georges Simeon, dont la candidature a finalement été acceptée. Je n'ai pas pu rencontrer Călin Georgescu, mais j'ai rencontré par exemple Anna Maria Gavrina, qui était le plan quand la candidature de Georgescu a été interdite, c'était donc ralliement tacite à Simeon, mais si Simeon est interdit de se présenter, c'était Anna Maria Gavrina, qui est la chef des jeunes, on va dire, du parti AUR, parti souverainiste comme roumain, qui aurait pris la place. Donc il y avait une sorte d'effet de domino comme ça pour essayer d'assurer un candidat. Maintenant,
le parti OR n'est pas du tout anti-OTAN. Il est très critique vis-à-vis de l'Europe, mais il reste dans les normes, et donc il n'y a pas de remise en cause de la base. Donc on a permis quelque part à la candidature de George Simeone d'être autorisée finalement. Le problème de Georgescu, c'est essentiellement un problème de paix, parce qu'à la base, Georgescu, c'est quelqu'un qui vient de l'écologie, qui a été à l'ONU. C'est un homme qui avait monté une ONG après la chute de Ceausescu, au moment où la Roumanie recevait des capitaux internationaux pour éponger tous les déchets industriels de l'ère soviétique. Ceausescu, pour 80% des rivières étaient souillées. Bref, il y avait un réel intérêt pour l'écologie, et Georgescu a créé un parti de jeunes à l'époque qui s'appelait TER, je crois, et il a reçu à ce titre donc des fonds, mais ensuite il s'est transformé en ONG pour avoir des fonds internationaux. Très intéressant, donc il a eu des fonds de l'USAID d'ailleurs, USAID, et également il avait fait une initiative avec une des branches de l'Open Society, George Soros, pour sensibiliser. Pour expliquer pourquoi on le laisse se présenter du coup. Voilà, non mais non, c'est pas du tout Simeone, je parle de Georgescu. Voilà, oui, pardon, Georgescu est une créature du système. Ah oui, qui s'est retourné contre eux. Oui, pardonnez-moi. La créature qui a voilà, et quand il a commencé comme Vercingétorix, comme Arminius, quoi. En fait, le vrai problème, c'est quand Georgescu a commencé à parler de paix, parce que les histoires de on va sortir de l'OTAN, ok, c'est peut-être inquiétant, mais c'est quand surtout il a parlé de paix. Là, il a touché du doigt voilà, quelque chose qui contredisait, de par sa position, l'usage qu'on compte faire de la Roumanie dans le cadre de l'affrontement avec la Russie. Globalement, c'est ça. C'est-à-dire un pays où, depuis 2022, stationnent environ 1000 soldats français. Il y a des soldats américains, il y a des batteries de missiles, il y a donc cette fameuse base de Costanza qui est sur la côte, base de l'OTAN, en sachant que il y a une base aussi en Grèce que Trump a proposé d'abandonner, mais celle-ci pourrait voilà, devenir le pilier de l'OTAN, on va dire dans les Carpates ou au sud-est de l'Europe. Et donc elle est très importante. Et elle est très importante pour les Français, notamment les Anglais étant plus appuyés sur l'Estonie. Et donc s'il devait y avoir des troupes qui se déploient, c'est aussi par la Roumanie que ça se ferait. Donc vous comprenez que la candidature d'un président hostile à une guerre ne pouvait pas durer très longtemps, et que tout a été fait, y compris annuler les élections entre le premier et le deuxième tour, ce qui n'est jamais vu dans un pays de la communauté européenne, hein. Quel que soit le prétexte. Et moi, j'ai rencontré des spécialistes là-bas de TikTok, des journalistes qui ont investigué cette histoire-là. Ça me paraît. Alors, le reste, j'ai pas de preuves de manipulation. L'histoire de l'ambassadeur, machin, j'ai envoyé un message à l'ambassadeur justement pour me demander de confirmer ou d'infirmer ces supputations qu'il aurait fait pression sur le chef de la Cour constitutionnelle roumaine. J'ai pas encore eu de réponse, mais pour ce qui est de TikTok, c'est quand même grotesque, même si beaucoup de Roumains utilisent TikTok. Ça me paraît être de l'ordre des... mais de toute façon, soyons clairs, il n'y a pas de preuve. Pour l'instant, c'est spéculatif. Oui. Voilà, et il n'y a pas encore d'enquête. Et 2 mois après cette histoire, on n'a toujours pas... Vous vous rendez compte, c'était le 6 décembre dernier, on n'a toujours pas le début la queue d'une preuve. Voilà, et tout ça est extrêmement douteux. Donc, il fallait trouver un prétexte. Et ce que j'ai su là-bas aussi, c'est que la Cour constitutionnelle avait approuvé l'élection le 3 décembre, expliquant que il n'y avait pas d'irrégularité dans le processus électoral, qu'il n'y avait pas justement d'irrégularité qui était rapportée, et donc l'élection était quasiment validée, et volte-face complète le 6 décembre, et paf, on trouve ces accusations de TikTok manipulé, d'un algorithme de TikTok manipulé par des... Et puis on voit que ça va faire vraiment Flores, c'est-à-dire que c'est un peu une jurisprudence maintenant, on peut invoquer ça dans n'importe quelle élection. Demain, on peut sortir une fermatrole TikTok de son chapeau et annuler un scrutin. Non, mais moi j'avais un ami cet après-midi qui me disait c'est à se dire aujourd'hui à quoi ça sert de voter, quoi. C'est ça. C'est à ce point de désespérance, parce que cette affaire roumaine aurait dû normalement susciter un tollé. Il y a eu quand même de grandes manifestations.
Oui, et de grandes manifestations, mais de la part des autorités européennes, on accepte tacitement que quand le résultat d'une élection n'est pas dans le sens qu'on voulait, eh bien, on annule l'élection, on annule le candidat, voilà. Ça a failli se produire en Allemagne. Je dirais par chance, l'AfD est arrivée deuxième, mais quid si l'AfD était arrivée en tête? Ah bah, Là, l'élection aurait été annulée. Thierry Breton l'a dit de façon oui, assez péremptoire. c'est terrible, quoi. C'est-à-dire, on fait la démocratie, sauf quand, évidemment, ça va pas dans le sens où on Mais il voudrait. faut être clair. Là, on peut parler de pseudo-démocratie, comme on parle de pseudo-sciences, de disciplines Non, qui se présentent comme des sciences et qui n'en sont pas. Là, ce sont des démocraties qui se présentent comme telles et qui ne le sont plus. c'est comme les interdictions de chaîne ici, les choses comme ça, quoi. Exactement. Voilà, Mm, voilà, mm, voilà. mm, On a quand même, alors ça, les Roumains nous en parlent de ça, c'est intéressant parce que mm. vous avez quand même une chaîne, il y avait 2 millions de personnes qui la regardaient, vous l'avez interdite, regardez, ça arrive chez vous. Évidemment, l'affaire Le Pen vient en gros couronner cette histoire, même si le timing judiciaire fait que ça, on ne peut pas dire, oui, Marine Le Pen a été... Bon, mais l'exécution provisoire de l'inéligibilité n'était pas obligatoire, c'est clair. Absolument, absolument. Non, c'était cousu de fil blanc. Voilà. On prend une dernière question. Quelle leçon, selon vous, tire Pékin de cette guerre? C'est vrai que la Chine a très peu d'expérience militaire. Quasiment toutes les fois où elle s'est engagée dans des combats dans les 80 dernières années ont été des différentes nuances d'échecs, sauf bien sûr au Tibet, mais bon, par exemple au Vietnam, ça a été une catastrophe. Et bien sûr en Corée, on peut pas vraiment dire que la Chine en soit sortie victorieuse. Et pour l'instant, ce n'est que par procuration qu'elle peut se former une expérience militaire, ce qui n'est jamais très efficace. Mais bon, un petit peu comme on avait des observateurs français pendant la guerre de sécession, qui n'ont d'ailleurs pas du tout tiré les leçons, ou en tout cas qui n'ont pas été écoutés, puisque la guerre de sécession préludait complètement la guerre des tranchées avec 50 ans d'écart. Eh bien, à votre avis, quelles sont les leçons que Pékin tire de cette guerre, puisque vous l'avez confirmé, Pékin a des ressortissants et peut-être même des observateurs militaires patentés? Ouais, c'est la tentation peut-être aussi de la part de la Chine de se, comment dire, d'observer ce que font les Russes, de faire des manœuvres conjointes. Je crois qu'il y en a un certain nombre qui ont eu lieu. La Corée du Nord aussi y trouve son compte avec une aide et une protection de la part des Russes et en même temps une manière aussi d'observer le champ de bataille et de comprendre un peu on va dire les préceptes de la guerre moderne. Maintenant, je ne suis pas toujours, enfin, je suis pas convaincu qu'il y aura une guerre avec la Chine, même si la question de Taïwan va revenir. Et je suis pas persuadé que, in fine, Trump veut se battre avec les gens, mais il veut une négociation, il veut des enjeux commerciaux, il veut des positionnements, il veut des sphères d'influence. Ça va être avec le souci principal, évidemment, de satisfaire les Américains, ce qui tranche radicalement avec le messianisme de la liberté ou de la démocratie tel qu'il était exprimé par les administrations, on va dire, démocrates en particulier, juste avant. Voilà, maintenant, la Chine, en effet, vous avez raison, n'est pas... C'est un peu le géant au pied d'argile. Maintenant, ils ont une armée quand même assez conséquente. On voit défiler assez régulièrement. Ils ont des technologies... moi, je ne m'y connais pas trop en avion de combat, mais il me semble que leur dernière génération de chasseurs Ah oui, ils ont sorti du 6e génération, trimoteur. Je crois. Ouais. Voilà, et que là-dessus, bah, ils ont largement de quoi rivaliser avec l'Occident ou avec voilà. Et bon, je ne sais pas exactement si aujourd'hui la Chine va entrer, mais en tout cas, elle est active, elle a des sphères d'influence, elle a évidemment grignoté sa part de gâteau en Afrique et dans plein d'autres endroits. Il y a une redéfinition complète entre la Chine, la Russie et puis les BRICS. Et ça, je pense que Trump a compris ou alors comprend douloureusement que malheureusement, c'est un état de fait, c'est pas une opinion. Les BRICS, c'est pas quelque chose où on dit ah oui tiens, ah oui mais ce truc là-bas, non, ça change les choses. Trump est en train de le comprendre. Je pense que ça va pas le déranger fondamentalement à partir du moment où les BRICS respectent les intérêts américains. Mais dans son combat avec la Chine, on le voit avec toutes les difficultés dans sa guerre tarifaire. On se demande finalement si c'est pas déjà trop tard et si les Chinois n'ont pas déjà gagné, même si les Américains ont aussi des avantages. Enfin, tout ça se discute. Ça vaudra le coup de faire une émission sur ça parce que on arrivera à un deal, je pense.
Voilà. Je pense aussi, la marée de TikTokers qui a attaqué le secteur du luxe dernièrement, ça a fait un Oui, buzz que ouais, Bernard incroyable. Arnault ne souhaitait pas voir arriver. Non, non, Et non, là, pas du tout. pour l'action LVMH, c'est vraiment pas bon, puisque d'un côté, on aurait les tarifs sur les vins et spiritueux, qui sont Oui. le premier marché, les États-Unis sont le premier Mmh. marché d'LVMH. Et de l'autre, on a donc, c'est vrai que LVMH, contrairement à Hermès, certains influenceurs sur TikTok ont dit que Hermès faisait ses sacs en Chine, c'est complètement faux. Ça, pour le coup, c'est Ouais. absolument totalement et irrémédiablement faux. Puis en plus, ils utilisent un point de cellier, que c'est quand même là. Je vais pas faire de la pub à Hermès, mais Hermès, c'est le luxe Mmh. du luxe pour une raison. C'est pas une blague. Le point de cellier sur un sac, c'est un truc que plus personne ne fait aujourd'hui. Je rappelle, donc on passait les points, les coutures pour éviter que les selles se défassent, parce que quand on est sur un cheval, on peut mourir si la selle se défait. Et c'est avec ça qu'ils font leur fameux Birkin à 25 000 balles. Pour tout le reste, il est certain que les Chinois sont en train de rappeler que fondamentalement le luxe c'était eux, la porcelaine de Chine du temps de Louis XIV, le luxe Ouais. venait de Chine, le thé, la porcelaine, la kaolinite blanche, etc. Enfin, on a quand même fait Sèvres pour faire, on a copié les Chinois, quoi. Quand on fait Tout à Sèvres, fait. c'est pour copier les Chinois, etc. Donc c'est vrai que c'est une insulte que les Chinois prennent très très mal. Bon, écoutez, Régis Le Sommier, c'est toujours un Super. plaisir de vous avoir. Notre audience était absolument ravie. Vous avez parfaitement traité le sujet. C'était un tour d'horizon fascinant. Bon. On en ressort en effet à la fois formé et informé, ce qui est le but de cette chaîne et de Scanderia, le partenaire de cette chaîne. Et vraiment, on vous remercie. Donc, allez sur Omerta, vous avez l'application Omerta, vous avez bien sûr votre dernier ouvrage qui est Le Diable, l'autre ou l'Occident, qui est d'ores et déjà un long-seller, puisqu'il Voilà. continue à se vendre. C'est pas du tout un petit essai de la rentrée comme ça, qui se boit sans soif comme le Beaujolais nouveau. On est plutôt sur un bouquin de garde. Et puis, vous vous rappelez l'heuristique de Nassim Nicolas Taleb, n'achetez jamais un livre que vous ne voudriez pas relire. Eh ben, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident fait partie de ces livres qu'il faut relire. Et s'il mérite d'être relu, il mérite d'être lu. Je vous remercie infiniment, Régis Le Sommier. Et bien Merci. sûr, conformément aux traditions de la chaîne, je vous donne le mot de la fin. Ah, le mot de la fin. Non, mais moi voilà, on a essayé de naviguer dans les méandres des négociations, en sachant, en se demandant où finalement les choses, en essayant rationnellement de dire où ça peut aller. Moi, je crois que c'est pas la première fois que je le dis, mais je souhaite ardemment et le plus rapidement possible que cette guerre ukrainienne se termine pour ces peuples, pour les Ukrainiens en particulier, qui ont réellement souffert et qui vont en mettre peut-être des dizaines d'années avant de refaire surface. Vous savez, il y a une période qui est très compliquée qui va s'ouvrir si négociation et paix il y a. C'est ce qu'on appelle la sortie de guerre. Il faut se rappeler que chez nous, en 14-18, elle a été très compliquée. Elle a donné les corps francs en Allemagne. Et chez nous, elle a donné la chambre bleu horizon. Forcément, la tonalité politique change avec ces vétérans qui reviennent du front et qui estiment avoir des droits parce qu'ils se sont sacrifiés pour défendre la patrie ou voilà. Et ça va être pour l'Ukraine aussi un test après la période Zelensky, parce que je pense que Zelensky pourra pas se maintenir, de savoir si les différents tiraillements entre les différentes factions qui sont ultra armés, y compris des groupes nationalistes, j'ai évoqué Azov, Aidar, Pravi Sector et autres, qui sont là et qui ont pour le coup ont vraiment des armes. Aujourd'hui, beaucoup de moyens. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des tentations de prendre le pouvoir ou des affrontements, peut-être une somalisation, quelqu'un a appelé ça, de l'Ukraine possible avec des zones comme ça, c'est une possibilité. On va voir, ça va être le test. Maintenant, après, une guerre aussi, ça unit. Ça unit, ça fonde une nation. Il y a des guerres, il y a des nations qui existaient, qui se sont révélées comme ça. Donc voilà. Donc écoutez, on verra. Moi, en tout cas, je souhaite que, comme Donald Trump, pour le coup, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais là, que ce bain de sang s'arrête. Parce que qui s'arrête maintenant ou dans 6 mois, ça changera pas grand-chose à mon sens. Et il y a toujours des centaines de jeunes qui meurent tous les jours. Voilà. Tout un tas de mamans ukrainiennes vous Tout à fait. entendent. Régis Le Sommier, merci infiniment. Merci.